Bonjour à tous et bienvenue à ce 4e cycle de vidéos de remise à niveau de procédure civile, dont le thème sera le jugement. On va diviser ce thème en deux, une première partie sur l'autorité de chose jugée et une deuxième partie sur l'exécution du jugement. Alors avant de rentrer dans les conditions techniques de l'autorité de chose jugée, il va falloir resituer cette question dans son contexte générique. Ici, ce qu'on veut éviter, c'est que l'une des parties refasse le même procès devant un juge de même degré. Elle a perdu devant le premier juge, ça peut être le demandeur comme le défendeur, et elle se dit « mais un autre juge était compétent pour connaître du litige, peut-être que ce juge me donnera gain de cause. Je vais donc resoumettre au même juge les mêmes demandes contre le même adversaire, et voir si ma chance ne sera pas meilleure cette fois-ci. » Pour éviter cela, on dit que ce qui a été jugé la première fois a autorité, et empêche de refaire ce deuxième procès. La deuxième demande se heurtera techniquement à une irrecevabilité, une fin de non-recevoir. On dira que la deuxième demande est irrecevable pour défaut de droit d'action. Pourquoi? Parce que le droit d'action, c'est le droit de saisir le juge d'une prétention pour qu'il la dise bien ou mal fondée. Ce droit a déjà été exercé lors du premier procès. Dès lors, en tranchant le litige, les parties ont obtenu ce qu'elles voulaient, un jugement, elles ont épuisé leur droit d'action. L'autorité de la chose jugée a fait disparaître le droit d'action, d'où le fait que le moyen de défense invoquant cette autorité de chose jugée, ce soit une fin de non-recevoir qui conclura à l'irrecevabilité de la seconde demande. Alors, ceci posé, d'un point de vue technique, les dispositions à mobiliser sur l'autorité de la chose jugée sont tantôt l'article 1355 du Code civil, tantôt l'article 480. Ces dispositions sont complémentaires. L'article 1355, par lequel on va commencer, régit la question de savoir quand est-ce que le premier procès est identique au deuxième, ou plus exactement, quand est-ce qu'on est en train de refaire la deuxième fois un procès identique au premier, et que donc la nouvelle demande devra se heurter à une fin de non-recevoir. Pour cela, l'article 1355 pose 3 conditions. Vous referez le même procès à l'identique si dans le deuxième procès, la cause est la même, l'objet est le même, et que les parties sont les mêmes que dans le premier procès. S'il y a ces 3 identités de façon cumulative, vous vous heurterez à la fin de non-recevoir tiré de l'autorité de la chose jugée. A contrario, il suffit qu'une seule de ces 3 conditions change et vous ne faites plus le même procès. Alors évidemment, il reste à savoir ce qu'on met dans ces conditions. La première condition la plus simple à comprendre, c'est celle d'identité de partie. Ce qu'on vous interdit, c'est de refaire le même procès contre le même adversaire. Mais vous pouvez faire les mêmes demandes en justice devant un adversaire différent. Alors évidemment, on comprend bien que si l'adversaire change, forcément le procès change. Mais la difficulté ici, elle se trouve dans le cas où, physiquement, votre deuxième adversaire était déjà présent dans le premier procès. Il était physiquement présent, mais ce n'était pas alors votre adversaire. Pourquoi? Parce qu'il n'était là que pour représenter quelqu'un qui lui était votre adversaire. Vous l'aurez compris, c'est l'hypothèse du représentant ad agendum. Exemple classique, vous agissez dans un premier temps contre une personne morale. Elle ne sera pas elle-même présente à l'instance, elle n'existe pas. Elle se fera donc représenter dans l'exercice de son droit d'agir en justice et de contester le bien fondé de votre prétention par son dirigeant légal, son représentant. Mais le jugement qui sera rendu contre la personne morale, pas contre le représentant, ou au profit de la personne morale si elle gagne, pas au profit du représentant, pas au profit du dirigeant lui-même. Autrement dit, la partie que vous avez assignée dans le premier procès, c'est la personne morale. Et donc si vous perdez, rien ne vous empêche de vous dire « mais oui, c'est normal, en réalité l'auteur de mon préjudice n'était pas la personne morale, c'était le dirigeant ». Et donc dans ce cas-là, la deuxième fois, vous faites exactement la même demande, fondée sur exactement la même cause, mais vous agissez cette fois-ci contre le dirigeant pris à titre individuel. Vous le nommez lui comme votre adversaire dans le deuxième procès. Il ne sera pas pris en la même qualité. Dans le premier procès, il était pris en la qualité de représentant ad agendum de la personne morale. Dans le deuxième procès, il est pris pour lui-même, à titre nominatif, individuel. Dans ce cas-là, c'est lui votre adversaire, le jugement sera rendu contre lui. Vous ne refaites pas le même procès que le premier. Donc, très peu de problèmes qui se posent sur cette condition d'identité de partie. L'identité d'objet, maintenant. Eh bien, l'identité d'objet, elle se comprend par rapport à la finalité du procès. Si je reviens sur notre schéma initial, on sait que le demandeur, le procès pour lui, ça consiste à saisir la juridiction d'une prétention pour que le juge la dise bien ou mal fondée et donc reconnaisse à son profit dans le jugement un droit
contre le défendeur. Eh bien, pour dire si cette première demande a le même objet qu'une seconde demande qui serait formulée devant un juge de même degré, il va falloir comparer ce que le demandeur cherche à obtenir. Ce n'est pas toujours évident en jurisprudence, mais vous en avez des illustrations concrètes sous l'article 1355 du Code civil. Par exemple, pour la Cour de cassation, vous avez le même objet, votre demande a le même objet, si vous agissez en nullité d'un contrat, et si vous agissez ensuite en résiliation d'un contrat. Du point de vue du droit substantiel, c'est très différent. Les raisons d'une nullité, par exemple un vice du consentement, n'ont rien à voir avec les raisons d'une résiliation. Mais ce que prend en compte la Cour de cassation ici, c'est la finalité de votre demande. Qu'est-ce que vous voulez obtenir dans la nullité? Vous voulez obtenir la disparition du lien contractuel qui vous unit à votre adversaire. Eh bien, dans la résiliation, vous demandez la même chose. Vous demandez à ne plus être lié par le contrat que vous avez conclu avec votre adversaire. Du point de vue de la Cour de cassation, ces deux demandes ont le même objet. A l'inverse, si dans le premier procès, vous avez agi en exécution forcée du contrat, et que dans le deuxième, vous agissez en nullité, eh bien dans le premier procès, l'objet de votre demande, ce sera le maintien du lien contractuel et son respect sous la contrainte par le défendeur, alors que dans le deuxième procès, l'objet de votre demande, ce sera au contraire la disparition du lien contractuel. Ces deux demandes sont radicalement différentes pour la Cour de cassation, elles n'ont pas le même objet, et donc rien ne vous empêche de faire la deuxième, alors qu'un juge a déjà statué sur la première. Il n'y aura pas identité d'objet ici. Alors la dernière condition, qui est l'identité de cause, c'est la plus complexe. Pourquoi? Parce que autant tout le monde est d'accord pour dire que la cause du litige, c'est l'argumentation des parties au soutien de leurs prétentions. Vous devez m'accorder tel droit parce que je remplis telle condition pour bénéficier de ce droit-là. Ça se comprend par rapport à la construction d'une règle de droit. La règle de droit vous dira tel droit vous sera reconnu si vous remplissez telle condition. Vous aurez le droit à des dommages et intérêts si votre adversaire a commis une faute qui vous a causé un dommage. Eh bien, la cause du litige, ce sera de démontrer qu'on remplit les conditions prévues par le texte pour bénéficier de l'effet du texte qui est vous avez le droit à une indemnisation, à la réparation de votre dommage. Eh bien, pourquoi les choses sont compliquées ici? Parce que la cause, elle a une dimension à la fois factuelle et juridique. Dans les conditions que vous allez devoir remplir, il y a des conditions exprimées juridiquement, faute, lien de causalité, dommage, et pour montrer que vous remplissez ces conditions, vous allez apporter au juge un certain nombre d'éléments de fait. Voilà le contrat qui m'unit à mon adversaire, ou voilà la situation, l'événement qui s'est produit, et le comportement de mon adversaire dans ces circonstances-là. Vous allez évaluer votre préjudice, etc., etc. Tout ça, ce sont des faits que vous allez apporter au juge. Ces faits, vous allez les qualifier pour montrer qu'ils correspondent bien aux conditions exprimées par le texte, et que donc vous devez bénéficier du droit que consacre ce texte. Les faits, c'est la cause factuelle du litige. L'argumentation juridique que vous développez à partir de ces faits, c'est la cause juridique du litige. Là où c'est compliqué pour l'autorité de la chose jugée, c'est que depuis un arrêt très important de l'Assemblée plénière du 7 juillet 2006, l'arrêt Césareo, eh bien, n'est apprécié au titre de la triple identité de l'autorité de chose jugée que la cause dans son sens factuel. Autrement dit, si vous avez le même objet de demande, que vous agissez contre le même adversaire pris en la même qualité, vous ne pourrez faire votre deuxième demande que si vous modifiez les faits du litige. Mais naturellement, vous modifiez les faits du litige, on comprend tout de suite que vous faites un autre procès. A contrario, ça qui est important de comprendre, c'est que si dans votre deuxième procès, vous avez les mêmes faits, la même demande, ou une demande similaire, c'est-à-dire nullité, résolution, on a vu ça tout à l'heure, le même adversaire pris en la même qualité, et que tout ce qui change, c'est votre argumentation juridique, pour la Cour de cassation, vous refaites le même procès, et cette deuxième demande se heurtera à une fin de non-recevoir. Exemple concret, vous agissez pour demander la dissolution du lien contractuel contre votre adversaire sur le fondement d'un défaut de délivrance conforme. Vous perdez, et vous vous dites, mais oui, c'est normal, ces faits-là, j'aurais pas dû les qualifier de défaut de délivrance conforme, mais de vice caché, et là, j'aurais obtenu ce que je voulais. Vous refaites le même procès, mais simplement, vous dites, ben voilà, maintenant, j'agis sur le fondement des vices cachés. Eh bien, la Cour de cassation va vous dire, fin de non-recevoir, cette question a déjà été jugée, parce que tout ce que vous avez fait par rapport à votre premier procès, c'est de changer votre argumentation juridique. De ce point de vue-là, vous avez changé la cause juridique du litige, pas la cause factuelle. Moi, l'identité de cause au sens de 1355, c'est l'identité de cause factuelle. J'ai bien la même cause factuelle, j'ai le même procès. Conséquence pratique, et c'est comme ça que l'ont envisagé la plupart des auteurs de doctrine, c'est que, à travers
cette exigence de modification des faits pour modifier la cause du litige, la Cour de cassation crée, à contrario, une obligation de concentration des moyens de droit dans le premier procès. Si vous avez plusieurs arguments juridiques susceptibles de vous faire gagner, et vous faire obtenir gain de cause devant le juge, eh bien il faut les invoquer dès le premier procès. Pourquoi? Parce que si vous en oubliez, vous ne pourrez pas rectifier votre erreur en saisissant à nouveau un juge de même degré de la même question et en lui donnant votre nouvel argument de droit que vous avez oublié d'invoquer la première fois. C'est ce qu'on a vu, défaut de délivrance conforme, vice caché. Tous les arguments doivent être invoqués dans le même procès. Si vous en oubliez, tant pis, vous perdrez la possibilité de les soumettre à un juge de même degré. Votre oubli ne sera pas réparable. Vous pourrez éventuellement rectifier votre erreur en appel, mais certainement pas refaire un procès devant un juge de première instance pour compléter votre oubli. Obligation de concentration de vos arguments juridiques en première demande. Voilà donc pour l'identité d'objet de cause et de partie qui permettrait ou non d'invoquer la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée. Mais ce n'est pas tout, puisque l'autorité de la chose jugée est également régie par l'article 480 du Code. Et plus précisément, cet article régit la question de la localisation de l'autorité de la chose jugée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que formellement, un jugement est rédigé suivant un certain nombre de règles, et notamment, le juge doit exposer son argumentation, lui aussi en fait et en droit, et ensuite dire, vu ces faits et ce droit, ce qui va dire par ces motifs, je décide que la solution du litige, c'est celle-là. Par ce dispositif, par ces motifs, pardon, voilà la décision. Et tout ce qui suivra par ces motifs, ce sera ce qu'on appellera le dispositif. Je dispose au nom de l'État que la règle entre les parties sera celle-là. Créance de X milliers d'euros au profit du demandeur contre le défendeur, par exemple. L'article 480 énonce que l'autorité de la chose jugée s'attache au dispositif d'une décision. Et la Cour de cassation prend cette indication au pied de la lettre. C'est-à-dire qu'elle considère deux choses. L'autorité de chose jugée ne s'attache qu'au dispositif et encore qu'aux énonciations expresses du dispositif. Alors précisons, ne s'attache qu'au dispositif, ça veut dire qu'à contrario, si jamais le juge rédige mal sa décision et qu'il tranche une partie du litige dans ses motifs, c'est comme s'il n'avait rien tranché du tout. Conséquence, vous aurez un demandeur qui peut-être aura obtenu en partie gain de cause dans les motifs, mais le juge aura mal rédigé sa décision, il n'aura pas repris « je donne raison sur tel point » au demandeur dans son dispositif. Ça veut dire que le défendeur de son côté pourrait tout à fait saisir un juge de même degré pour demander une décision incompatible. Exemple, vous agissez en résolution d'un contrat. Le juge dit oui, effectivement, vous agissez en exécution forcée d'un contrat. Le juge dit oui, effectivement, le défendeur a mal exécuté le contrat, il sera obligé de l'exécuter et il paiera tant d'indemnités à titre de retard dans l'exécution du contrat. Sauf que il statue là-dessus dans ses motifs et pas dans son dispositif. Pour la Cour de cassation, c'est comme s'il ne l'avait jamais jugé. Rien n'empêche donc le défendeur de saisir un autre juge et d'agir en nullité, par exemple. Alors, si ensuite on s'intéresse aux énonciations expresses du dispositif cette fois-ci. Donc non seulement il faut que ce soit tranché dans le dispositif, et pas dans les motifs, mais en plus il faut que ce soit expressément tranché dans le dispositif. Ça renvoie à l'idée que parfois les juges emploient certaines formules balais pour dire qu'ils rejettent en bloc tous les arguments qu'a pu invoquer une partie. Typiquement, il va vous dire « accorde au demandeur tant de milliers d'euros à titre de dommages et intérêts » et rejette le défendeur en toutes ses exceptions. Alors, comment est-ce qu'il faut comprendre la phrase « rejette le défendeur en toutes ses exceptions » ? Est-ce qu'il faut comprendre que tous les arguments qu'a pu invoquer le défendeur sont mauvais et que donc du coup il a tort sur tout ce qu'il aurait pu invoquer pour faire échec à la demande du demandeur, ce qui est très large? Ou est-ce qu'il faut comprendre au contraire ça dans un sens technique, c'est-à-dire que on va prendre le mot « exception » dans son sens procédural et on va considérer que par ce dispositif-là, le juge n'a entendu rejeter que les exceptions de procédure, qui est un moyen de défense très spécifique, invoqué par le défendeur dans ce procès-là. A contrario, il n'a pas rejeté ses fins de non-recevoir, ou il n'a pas dit qu'il avait tort sur le fond. La Cour de cassation a tranché la question en disant « énonciation expresse du dispositif », il a dit « exception », je m'en tiens à « exception ». Rien d'autre n'a été tranché, les demandes conventionnelles ne l'ont pas été, les fins de non-recevoir non plus, et donc même si le juge les a peut-être déjà tranchées dans ses motifs,
il ne les a pas expressément tranchés dans son dispositif. Dans son dispositif, il a employé une formule balai, par économie de rédaction, puisqu'il avait déjà peut-être tranché ça dans le motif. Peu importe la raison, on peut cumuler les deux problèmes. En tous les cas, ce n'est pas expressément tranché dans le dispositif du jugement. Ça n'a pas été tranché du tout. Là encore, conséquence en termes de fin de non-recevoir, il n'y aura pas chose jugée, et donc il n'y aura rien qui fera autorité sur ces points-là. Rien ne vous empêchera de saisir le deuxième juge des mêmes questions. Voilà pour l'autorité de la chose jugée. Déjà, le plus important, c'est de comprendre quand est-ce qu'il y a identité entre les deux affaires qui font que ce qui a été jugé la première fois ne peut pas être rejugé. Et au titre de cette triple identité, pour savoir ce qu'on compare, on va comparer les énonciations du dispositif du premier jugement. De ces énonciations, on va déduire la cause, l'objet et les parties au premier litige. Et on va comparer ça avec la seconde demande. On va voir l'objet, la cause et les parties de la seconde demande. Et si elles sont les mêmes que celles qui résultent de l'énonciation du dispositif du premier jugement, dans ce cas-là, il y aura triple identité qui empêchera la recevabilité de la seconde demande. Voilà pour l'autorité de la chose jugée. On va passer maintenant à l'exécution du jugement.